Bismillahirrahmanirrahim. On conclut le cours concernant les virus. Dans cette dernière partie, on va voir le cycle viral, ou bien la multiplication virale, avec quelques caractéristiques, et surtout le caractère oncogénique de certains virus. Tous ces supports sont dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite à abonner et maximiser vos partages. Donc, on conclura notre cours. Donc, le virus, il ne peut se diviser qu'à l'intérieur de la cellule, d'où la nomenclature parasite intracellulaire obligatoire. Nous sommes en train de répéter cette phrase dès le début de ce cours. Cette multiplication, où on dit que le virus il est en train de se repliquer, on dit une replication, on dit ni mitose, ni méiose, ni de la séparité, quand vous avez vu dans les deux cellules eucaryotes et procaryotes. On répète, le virus il se replique. On parlera de replication virale. Donc, cette replication, c'est une interaction entre le génome viral et la cellule hôte qui est nécessaire. Elle aboutit à la production de nouvelles particules virales, de nouveaux virions qui vont être réassemblés et émettés, ou bien ils vont être dispersés à l'extérieur pour se parasiter, ou bien pour parasiter d'autres cellules hôtes. Cette infection, bien l'infection d'une cellule par un virus, puis la multiplication virale peut se résumer en 6 étapes qui sont, premièrement, l'attachement ou l'absorption. Deuxièmement, la pénétration du virus. Troisièmement, la décapsidation, comme le nom l'indique, perte de capside et l'entrée du génome à l'intérieur de cette cellule hôte. Quatrièmement, la réplication ou la multiplication virale, l'assemblage et dernièrement la libération. C'est illustré à droite dans l'illustration. Donc, premièrement, pour l'attachement ou l'absorption, donc c'est l'attachement à la surface de la cellule qui est cellulaire, ou bien cellule qui est haute, à la surface cellulaire de la cellule haute. Cette cellule, ou bien cet attachement, il fait grâce à des protéines spécifiques. On avait vu l'exemple du virus de VIH, les deux glycoprotéines GP120 et GP41, ou le cas du Covid, ou bien le SARS-CoV-2, on avait parlé sur les protéines S ou les spikes. C'est ces derniers qui se permettent l'attachement à la surface de cellule. Donc, il se fait cet attachement par des protéines du capside pour les virus nus. Donc, un virus nu, il n'a pas de l'enveloppe. Ces protéines spécifiques, ils sont situées à la surface de sa capside. Ou bien par les glycoprotéines qui sont retrouvées dans l'enveloppe, surtout le VIH et le Covid2. N'oublie pas les protéines spécifiques de chacun de ces derniers. Après que le virus il est attaché, donc bien sûr, il va pénétrer deuxièmement. Donc, selon le virus aussi, il existe de plusieurs mécanismes de pénétration. Tout ça, vous allez revoir en détail en bactériologie en 3e année. Donc, le virus ou bien les virus peuvent se pénétrer par, premièrement, pinocytose. La pinocytose, c'est de faire boire un virus ou bien faire entrer endocytose. C'est le cas des virus qui ont nu. Donc, un virus nu est de petite taille. Il va rentrer, notez-vous bien, je vous invite à prendre note, par pinocytose. Par contre, si on donne l'exemple du virus à droite, le cas c'est du VIH, c'est un virus qui est enveloppé, donc il ne rentre pas par pinocytose, il va pénétrer par fusion des enveloppes. Donc vous voyez là, c'est le virus du VIH qui a reconnu la molécule ou bien le protéine CD4 grâce au GP41 et GP120. Là, vous voyez la fusion de deux enveloppes et d'où la rentrée de ce dernier virus à l'intérieur, ou bien l'injection de ce matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Donc, virus qui est nu, de petite taille, il va rentrer, notez-vous bien, par pinocytose. Virus enveloppé, c'est la fusion des deux membranes qui permettent ou bien le phénomène de l'endocytose. Endocytose, c'est l'accumulation des particules virales dans des vésicules cytoplasmiques à l'intérieur de la cellule hôte. Donc, attachement, pénétration, pour les deux, virus nu et virus enveloppé. Troisième étape, c'est la décapsidation. Et comme le nom indique, c'est la perte du capside. La structure rouge, là, l'exemple du capside icosahédrique que vous voyez dans le cas du VIH. Donc, après pénétration ou en même temps, toutes les structures virales sont dégradées à l'exception du génome. Donc, il s'agit d'une décapsidation ou une perte de la capside, dégradation de la capside pour permettre la libération de génome à l'intérieur de la cellule hôte. Donc, c'est troisièmement. Quatrièmement, l'étape la plus longue, la réplication et la multiplication virale. Dans cette dernière,
de virus. Donc, le cas du VIH, il s'agit d'une autre étape qui est l'intégration à l'intérieur du génome. On va voir ça dans les caractéristiques de virulence du virus. Après ça, vous voyez là, il s'agit d'une transcription, d'une traduction. Après ça, un assemblage. Et dernièrement, bourgeonnement et libération du virus. Donc, pour la réplication et la multiplication, le génome qui est libéré, il prend la direction de la synthèse, ou bien des synthèses de la cellule. Donc, la cellule, elle va être dirigée par ce génome viral. Elle va produire des virus, plus précisément des copies du génome viral, premièrement. Donc, protéines de la capside, les glycoprotéines, l'enveloppe, tout ça. Le virus, il va utiliser le matériel de la cellule hôte. Il n'a que, notez-vous bien ça, vous allez revoir cette notion en bactériologie. Le virus, il n'a que l'information génétique codée par l'ADN ou l'ARN. Il va utiliser tous les substrats, toutes les conditions pour la traduction et la transcription à partir de la cellule hôte. Donc, le mécanisme de cette réplication, il varie selon le type, soit ADN, soit ARN. Mais dans tous les cas, c'est par un ARN messager viral que les génomes viraux vont permettre de transmettre ces informations génétiques en dehors du noyau vers le cytoplasme où il va survenir deux mécanismes qui sont, et vous allez revoir ces deux mécanismes par détail en génétique, donc la transcription et la synthèse des protéines qui vont être assemblées et bien sûr libérées. Un cas spécial, c'est le cas du rétrovirus. On a en illustration, c'est le VIH. Notez-vous bien ce terme, rétrovirus ou rétrotranscription. C'est un phénomène de réplication qui est plus complexe. Ces virus, le cas du rétroviridé, notez-vous bien ce terme-là, vous allez le revoir en troisième année. Elle possède une enzyme spécifique qui est le transcriptase inverse. Elle permet de générer, à retenir, l'ADN à partir de l'ARN. C'est le seul organisme qui peut transcrire ou bien qui peut générer de l'ADN par l'ARN. On sait généralement que l'ADN, c'est l'ADN qui peut être transformé en ARN. Un seul organisme bien une famille qui est les rétroviridés, les rétrovirus qui ont la capacité de faire l'inverse de ce processus. On dit qu'il s'agit une rétrotranscription, ou bien grâce à l'enzyme du rétrotranscriptase, transcriptase inverse, on va fabriquer de l'ADN par rapport ou bien à partir de l'ARN. Cet ADN, c'est le cas toujours du VIH, il va être intégré à l'intérieur de la cellule hôte. Donc, quatrième étape, intégration, formation d'un ARN messager, transcription et synthèse des protéines et des composants de ce virion qui va être assemblé. Les deux dernières étapes, l'assemblage et libération. Voilà un assemblage. Donc, il y a rassemblage et maturation de ce virus, bien ces composants. Il s'agit d'une encapsidation, l'inverse de la décapsidation de ce génome. Donc, ce génome, les protéines qui ont été synthétisées par la phase précédente, par transcription et traduction, ils vont être réassemblés, encapsidés, et vous avez un nucléocapside. S'il s'agit d'un virus qui est nu, ce nucléocapside il va être libéré par éclatement, on va voir ça dans la dernière étape, ou bien par un bourgeonnement. Donc une encapsidation du génome. Et pour les virus enveloppés, ils vont acquérir, notez-vous bien cette phrase, leur enveloppe par bourgeonnement. Donc tous les constituants du virus, ils viennent par la traduction et la transcription de son génome. Par contre, c'est la membrane, c'est l'enveloppe qui va être acquérir à partir de la cellule hôte. Donc par bourgeonnement, par détirement de la membrane plasmique de la cellule hôte. Voilà l'assemblage, voilà un bourgeonnement, et voilà donc le VIH. J'espère que vous avez noté ça dès maintenant, c'est un virus enveloppé. Il va bourgeonner, donc la libération dans le cas de VIH, c'est par bourgeonnement à partir de l'enveloppe. Si c'est le cas du virus nu, on peut donner l'exemple du picovirus, ou bien le virus de la poliomyélite, ils vont éclater la cellule. Donc deux mécanismes différents. S'il s'agit d'un virus enveloppé, il va bourgeonner et prendre son enveloppe à partir de la membrane de la cellule hôte. S'il s'agit d'un virus qui est nu, il va éclater cette dernière, il va éclater la cellule, et il va être disséminé et libéré pour parasiter d'autres cellules. Donc, c'est lors du bourgeonnement que le virus enveloppé acquiert leur enveloppe, d'étirement de la membrane plasmique de la cellule. Et notez-vous bien, une cellule
produit à l'ordre de 100 jusqu'aux 1000 virus. Donc un seul virus, lorsqu'il parasitera une cellule, il peut donner, ou bien il peut être repliqué 100 jusqu'aux 1000 fois, il va donner 1000 jusqu'aux 1000 virions ou bien 1000 virus qui sont prêts eux-mêmes pour parasiter d'autres cellules. Donc 6 étapes, si on récapitule ce qu'on a vu, donc attachement, pénétration, décapsidation, replication et multiplication, l'étape la plus longue. Dernièrement, l'assemblage et la libération selon deux mécanismes, éclatement pour les virus nus, bourgeonnement pour les virus enveloppés. Pour mieux comprendre ce processus, on va passer à l'illustration. On va voir le cycle ou bien la multiplication. L'exemple là, c'est le virus du VIH, le rétrovirus, l'HIV, donc le virus de la liminodéficience. C'est un virus enveloppé à symétrie icosaédrique. Voilà son génome, c'est un ARN à double brin. Nous sommes en train de récapituler tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà la lymphocyte et vous voyez la différence en taille. Un virus, il est très petit par rapport à la cellule hôte. Les glycoprotéines GP120 et GP41, là voilà l'identification ou bien l'attachement spécifique grâce ou bien sur les molécules de CD4 sur les lymphocytes. Donc la première étape que vous voyez là, c'est l'attachement. Donc maintenant vous êtes en train de voir la fusion des deux membranes, c'est un virus qui est enveloppé. Et voilà, fusion des deux membranes et pénétration du capside à l'intérieur. Voilà le capside, il est dégradé et là vous allez voir la libération du génome. Un cas spécifique pour le virus du VIH, c'est que ce dernier, il va intégrer son génome, voilà le génome à l'intérieur, il va être intégré à l'intérieur du noyau de la cellule hôte. Ça c'est la rétrotranscription. On va avoir ou bien on va acquérir d'un ARN un ADN. On répète, c'est spécifique seulement au virus du VIH. Donc là voilà, le rétrotranscriptase, il est en train de former de l'ADN à partir de l'ARN qui va être intégré à l'intérieur du noyau. Voilà le noyau de la cellule hôte. Maintenant l'étape de la fusion de l'ADN, ou bien l'intégration de l'ADN viral, plus ou bien en association par l'ADN de la cellule hôte, intégration. Et après cette étape, l'étape la plus longue qu'on avait dit, c'est l'étape de la transcription et la multiplication ou la synthèse des protéines. Première étape, la transcription. On a un cours sur ça bien détaillé en génétique. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez le consulter. Premièrement, transcription. Après ça, une traduction. Et voilà la sortie de cet ARN qui a été transcrit à l'extérieur de la cellule, et à l'extérieur du noyau, grâce des pores qu'on avait vu précédemment dans le cours des cellules eucaryotes. Et maintenant, la synthèse des protéines virales ou bien la traduction de cet ARN messager. Maintenant, un assemblage de ces protéines, le voilà double ARN brun qui est en train de fusionner. Voilà l'avant-dernière étape qui est le bourgeonnement et dernièrement la libération par bourgeonnement. Faites attention, il ne s'agit pas d'éclatement de la cellule, c'est un virus qui est enveloppé, il va être disséminé à l'extérieur par un bourgeonnement que vous êtes en train de voir maintenant. Et un seul virus peut donner donc de centaines jusqu'au million, bien milliers de virus qui peuvent être bourgeonnés, voilà, simultanément après un cycle viral. Et voilà, le cycle se replique.
Donc j'espère que c'est clair. On revient maintenant à notre support. Donc avant de conclure ce cours, l'avant-dernier titre, c'est la multiplication d'un autre type de virus qui est le bactériophage. C'est un cas spécial. Donc la multiplication de ce dernier, de ce bactériophage, elle est particulière. Elle comprend plusieurs phases, bien plusieurs étapes. Donc, le bactériophage, c'est un cas spécial, soit sur son structure, qui est complexe, soit sur son cycle parasitaire. Ce dernier, il va parasiter des cellules prokaryotes. Donc la première étape, voilà à droite dans l'illustration, une dislocation de la paroi bactérienne par des enzymes de la queue bactérienne, ou bien ce bactériophage qui vont hydrolyser les liaisons glycosidiques des macromolécules qui constituent la paroi de cette bactérie. Elle est de nature bactérienne, la paroi bactérienne, de nature protéique. Donc elle va être hydrolysée par les enzymes, premièrement de la queue de ce bactériophage. Donc premièrement, attachement. Deuxièmement, la lyse et la rentrée. L'injection de ce génome, donc une contraction de la queue par transconformation des protéines, elles permettent quoi? De traverser la paroi membranaire et par le plasmide ou bien le plasmide de la bactérie. Donc là voilà l'injection à l'intérieur par une contraction de la queue. Et le génome, il va traverser la membrane plasmique de cette bactérie parasitée. Troisième étape, l'ADN linéaire de ce bactériophage, de la tête bactériophage, il est directement injecté dans la bactérie à travers de la queue. Donc attachement, lyse, contraction et dernièrement injection de ce ADN qui est linéaire à l'intérieur de la cellule bactérienne. Donc voilà, synthèse des protéines virales. Donc l'ADN viral bloque la biosynthèse des protéines bactériennes. Il inhibe l'initiation de la traduction de l'ARN bactérienne et seuls les ARN messagers viraux qui vont être traduits. Et dernièrement, et comme précédent, comme dans le VIH, il s'agit d'un assemblage, bourgeonnement ou libération des autres bactériophages qui sont prêts à faire le cycle de ce virus une autre fois. Donc si on récapitule, donc attachement, lyse de la paroi bactérienne, contraction et injection de génome ou bien de l'ADN linéaire, synthèse, bien sûr blocage des protéines, bien synthèse des protéines bactériennes et initiation à la synthèse et la traduction des protéines virales, assemblage et bourgeonnement et le cycle se répète. Donc j'espère que c'est clair pour les deux cycles, soit d'un virus enveloppé qu'on avait vu, l'exemple c'est le VIH, ou le cas particulier du bactériophage. Notez-vous bien le phénomène de l'injection et le rôle de sa structure, soit la queue, soit les épines dans la lyse et l'injection de l'ADN à l'intérieur de la cellule hôte. Dernièrement, on va voir des critères physiopathologiques concernant les infections virales. Donc, premièrement, le mode d'infection des cellules hôtes. Les infections virales peuvent être soit aiguës, soit latentes, soit patentes, ou bien chroniques ou persistantes. Donc, vous avez trois grands mécanismes, ou bien trois grands modes d'infection. Une infection virale peut être aiguë. Heureusement que c'est la majorité des infections virales, ils sont aigus. Lorsqu'on dira aigu, c'est rapide. Vous allez revoir ça en infectiologie. Donc, plusieurs jours de manifestations cliniques liées à la fois de la réplication de ce virus et à la réponse immunitaire. L'évolution des maladies virales aiguës dépend de la virulence. Si vous avez un virus qui est peu virulent, il va s'installer de façon aiguë. Heureusement, il s'agit d'une bonne rémission dans quelques jours, donc moins d'un mois, donc plusieurs ou bien quelques jours. Donc, elle dépend de la virulence de ce virus et de la cellule hôte. Nombreuses infections virales peuvent être totalement asymptomatiques. Donc, une cellule hôte ou bien un organisme peut être parasité par un virus sans aucune manifestation. Il peut avoir une guérison qui est spontanée. Vous allez voir cette notion d'infection virale asymptomatique en quatrième année lorsque vous allez engendrer votre module d'infectiologie. Donc ça, c'est le premier cas, le plus favorable si on peut utiliser le terme. Le deuxième mode d'infection, c'est la façon qui est latente. Donc soit directement aiguë ou bien latente. Ils sont observés, donc là c'est un parmi les caractères de virulence.
ils sont observés par des virus qui sont capables d'intégrer leur génome à l'intérieur de la cellule. On avait vu ça juste précédemment dans le cas de VIH. Un autre virus qui peut intégrer son génome à l'intérieur, c'est l'herpès virus. Et vous allez voir ça quand vous aborderez votre module d'infectiologie. Un autre virus qui peut intégrer à l'intérieur, c'est le VIH. Vous pouvez citer ça encore. Plusieurs mécanismes permettent, surtout dans le cas de l'herpès, de réactiver ce dernier. Ce génome, il va induire une nouvelle réplication virale dans l'organisme lorsqu'il s'agit d'une immunodépression, surtout chez les sujets âgés. Vous allez voir ça lorsque vous abordez le cours de l'herpès et vous allez voir la zona et de la varicelle. La varicelle, c'est l'infection aiguë et la zona, c'est la réactivation de cette varicelle qui peut intégrer à l'intérieur du génome. Donc le deuxième cas, l'infection va être patente. Dernier cas, l'exemple là c'est de l'hépatite B. Les infections peuvent être chroniques et persistantes. Pourquoi l'hépatite B? Ce dernier peut être oncogène, le dernier critère qu'on va voir. Donc les virus, dans ce dernier cas, ils vont persister à l'intérieur ou de la réplication virale, elle va continuer malgré une réponse immunitaire qui peut être insuffisante. Le majeur virus que vous devez reconnaître comme infection chronique, c'est le fameux virus de l'hépatite B, le risque de passage à la chronicité, d'où l'essentialité, ou bien il est essentiel, il est primordial de vacciner contre l'hépatite B pour les gens qui sont à risque. Donc, premièrement, infection aiguë peut être asymptomatique. Infection latente, le cas de l'herpès viridé, donc herpès varicelle et zona, et ou bien troisièmement, le cas de l'hépatite B. Et si ce dernier il va passer à la chronicité, il peut engendrer la cirrhose ou bien le cancer. Après un cirrhose, il peut donner un cancer du foie. Vous allez revoir ça en gastrologie, toujours en 4e année. Un autre titre, c'est la relation entre le cycle viral et les oncogènes. Donc, comme le virus de l'hépatite B, certains virus ils ont le pouvoir qui est oncogène. Vous allez voir ça en génétique lorsque vous abordez la génétique des cancers. Certains virus ils sont oncogènes, c'est le premier caractère de la virulence. Donc, la formation d'une tumeur à partir d'une transformation des cellules hôtes. Les cellules infectées, ils présentent des anomalies morphologiques et chromosomiques, surtout lorsqu'il s'agit d'une intégration à l'intérieur de ce génome. L'exemple des cancers associés à des virus, premièrement, le virus de l'hépatite. Voilà, cancer du foie, secondaire à une cirrhose qui a été initialement due par une hépatite B qui a passé vers la chronicité. Deuxièmement, ça c'est du cancer du foie. Deuxièmement, c'est le herpès virus, ou le human papillomavirus, les herpès viridés, donc qui est responsable au cancer du col, de l'utérus, et la liste s'allonge. Donc vous avez plusieurs virus qui ont le caractéristique d'être oncogènes. Ce que à retenir maintenant à votre niveau, c'est les deux virus de l'hépatite B et le virus de human papillomavirus qui appartient aux herpès viridés et qui est responsable au cancer du col. Et dernièrement, virus et maladie chez l'homme, où on parlera de virulence. Donc c'est la capacité d'un virus d'entraîner une maladie, décrite par ce terme qui est la virulence. Donc les virus possèdent différents mécanismes grâce auxquels ils peuvent produire des maladies. Le virus pénètre dans la cellule hôte spécifique, comme vous avez vu, cas du VIH par exemple, l'exemple qu'on avait vu dans ce cours. L'effet de ce cycle ou bien de cette pénétration, il est néfaste. Une autre capacité, c'est la synthèse des protéines des cellules infectées peuvent être inhibées. Le cas de bactériophage qui a inhibé la synthèse de la cellule ou bien des protéines bactériennes. La chromatine aussi, elle est fragmentée par ces enzymes virales. Les particules virales s'accumulent dans le cytoplasme ou le noyau des cellules infectées. Aussi, parmi les caractères de virulence, que le virus peut ensuite provoquer la lyse ou la mort de la cellule hôte. C'était le cas dans le cycle des virus qui ont été nus. Donc un virus nu, il continue son cycle par lyse de la cellule. Donc soit la cellule va avoir des anomalies chromosomiques ou la cellule va être totalement lysée si c'est le cas d'un virus qui est nu. Donc l'éclatement qui va permettre la dissémination de ce virus. On peut citer le cas du virus du rhume.
en cas le virus de la grippe qui va détruire les cellules ou bien les pneumocytes. C'est pour cela qu'il peut être une infection aiguë, rarement, mais malheureusement, elle peut devenir à une insuffisance respiratoire aiguë grâce, bien, due à la lyse de l'épithélium pulmonaire ou bien les pneumocytes, c'est le caractère de tropisme viral. Donc le rhume, la grippe, si on vous pose la question, tout ça sont des virus bien virulents. Un autre virus virulent que vous voyez là, c'est de la varicelle. Un autre virus, la rougeole, surtout chez l'enfant. Tout ça, vous allez revoir, on répète toujours, 4e année en infectiologie. Des autres infections qui sont virulentes, c'est la mononucléose infectieuse. D'autres maladies qui sont plus sévères, donc on peut citer le sida, ou bien la déficience immunitaire acquise, et bien sûr, donc, la grippe aviaire, le SARS-CoV, le COVID-19 récemment qui a été intégré, les grippes aviaires, les grippes porcines, et même aussi, donc heureusement on a passé en Algérie, là, les virus peuvent aussi causer la fameuse ou bien variole. Et qui est une maladie grave, mortelle, indélébile, qui est causée par ces virus. Donc, dernièrement, notez-vous bien que les virus, ils sont virulents, ils sont oncogènes, ils sont capables des anomalies chromosomiques, ils ont un pouvoir de lyse de la cellule. Un seul virion ou un seul virus peut donner jusqu'au 100, jusqu'aux 1000 virus dans un seul cycle. Et c'est les caractères de la virulence des virus. Donc ça c'est tout pour les virus. J'espère que vous avez noté le maximum des informations concernant ce cours qui est très important. Donc il nous reste dans ce premier chapitre la microscopie qu'on va aborder très prochainement. Je vous remercie toujours pour votre attention, un maximum de partage et à la prochaine chers étudiants.